L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence, M. Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Monsieur Antonio Guterres, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Il y a 78 ans de cela, dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, les nations du monde s'engageaient solennellement à préserver les générations futures des horreurs et des souffrances de la guerre. Au travers de la Charte des Nations unies, ces nations acceptaient alors un mandat commun, à savoir encourager la paix, promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine, promouvoir le progrès social et offrir à chacun et chacune un meilleur niveau de vie. Et pourtant, alors que nous sommes ici réunis, une grande partie de l'humanité est confrontée à la guerre, au conflit, à la pénurie, à la faim, à la maladie, aux catastrophes environnementales. La solidarité et la confiance entre États s'érodent. Les inégalités, la pauvreté, le chômage s'aggravent, et ce, dans bien des pays du monde. Dans ces conditions, et dans le sillage d'une pandémie mondiale dévastatrice, atteindre les objectifs de développement durable semble toujours plus improbable. Alors même que chacun de nos efforts devrait viser à appliquer le programme 2030, notre attention, nos énergies sont une fois encore détournées par le fléau de la guerre. Néanmoins, ces maux, ces divisions, ces difficultés qui semblent insolubles peuvent et doivent être surmontées. Pendant des millénaires, la race humaine a fait la démonstration de ses incroyables capacités, de sa résilience, de sa capacité à régler les problèmes, à s'adapter, à innover, à faire preuve de compassion et de solidarité. Aujourd'hui, nous devons tous réaffirmer ces qualités essentielles qui définissent notre humanité commune. Ces qualités doivent ressortir dans la façon dont nous œuvrons ensemble en tant que communauté mondiale et en tant que pays pour mettre un terme à la guerre et au conflit. L'Afrique du Sud n'a eu de cesse de défendre le dialogue, la négociation, la diplomatie, afin de prévenir et de mettre un terme au conflit et de parvenir à une paix durable. Notre pays s'est engagé à promouvoir les droits humains, la dignité humaine, la justice, la démocratie et le respect du droit international. L'expérience que nous avons acquise au travers de ces efforts que nous avons déployés pour sortir de l'apartheid et parvenir à la démocratie nous permet de bien comprendre la valeur de l'importance qu'il y a à associer toutes les parties au conflit pour parvenir à des solutions pacifiques, justes et durables. Ce sont ces principes qui sont à la base de la participation de l'Afrique du Sud à l'initiative de paix africaine. Cette dernière vise à parvenir à un règlement pacifique du conflit entre la Russie
et l'Ukraine. Dans le cadre de ce conflit, comme dans le cadre de tous les conflits, nous avons insisté pour que soit respecté le principe de l'intégrité territoriale de chaque pays tel qu'il figure dans la Charte des Nations Unies. Notre participation à l'initiative de paix africaine, soutenue par 7 pays du continent africain, est mue par notre souhait de mettre un terme aux souffrances de ceux et celles qui sont le plus directement touchés par le conflit et aux souffrances infligées aux millions de personnes sur notre continent et ailleurs dans le monde se trouvent aujourd'hui face à la faim et aux privations qui s'aggravent du fait du conflit. Alors que nous travaillons en tant que leader africain avec les parties au conflit, nous avons toujours insisté sur la nécessité de prendre des mesures de confiance pour avancer sur la voie du règlement de ce conflit. À cet égard, nous avons dit que le retour des enfants retirés d'Ukraine doit être garanti. Nous avons aussi dit que les prisonniers de guerre devraient être échangés entre les 2 pays. Je viens de me réunir avec le président Zelensky qui nous a dit que ces efforts commencent à porter leurs fruits. Des enfants sont en train d'être restitués, des prisonniers sont en train d'être échangés. Mais tout ceci doit se faire de manière beaucoup plus rapide. En tant que communauté internationale, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre un dialogue digne de ce nom. Tout comme nous devrions nous abstenir de toute action susceptible d'alimenter le conflit. Alors que nous sommes confrontés à d'autres conflits ailleurs dans le monde, notamment sur notre propre continent, l'Afrique, nous devons investir dans la prévention et dans la consolidation de la paix. Nous soutenons l'appel du secrétaire général de l'ONU, contenu dans le nouvel agenda pour la paix. Il demande aux États membres de fournir des financements plus durables et plus prévisibles pour soutenir les efforts de consolidation de la paix. En tant que communauté mondiale, nous devrions être préoccupés par les récents incidents de changement inconstitutionnel de gouvernement dans certaines régions d'Afrique. La communauté mondiale doit travailler aux côtés de l'Union africaine afin de soutenir les efforts de paix dans l'est de la RDC, en Libye, au Soudan, en Somalie, au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, dans le nord du Mozambique, dans la région des Grands Lacs, au Sahel, au Niger et dans la Corne de l'Afrique. Le Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine a déclaré qu'il était tout disposé à renforcer sa coopération avec le Conseil de sécurité de l'ONU afin de faire taire les armes sur le continent africain et pour faire advenir la paix, la stabilité et le développement. Nous devons rester fidèles aux principes fondateurs de l'Organisation des Nations Unies en reconnaissant le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous devons œuvrer pour la paix au Moyen-Orient. En effet, tant que la terre des Palestiniens restera occupée, tant que leurs droits seront ignorés, tant que leur dignité sera foulée aux pieds, cette paix demeurera illusoire. Les actions du gouvernement d'Israël ont mis en péril la possibilité d'une solution viable à 2 États. Les principes contenus dans la Charte des Nations Unies sur l'intégrité territoriale et sur l'interdiction de l'annexion de territoires par la force doivent être appliqués dans le cas d'espèce aussi. L'Afrique du Sud continue de demander la levée de l'embargo économique
imposé il y a 60 ans de cela à Cuba. Un embargo à l'origine de dommages incalculables, tant pour l'économie du pays que pour la population cubaine. Les sanctions imposées à notre voisin, le Zimbabwe, devraient aussi être levées, car elles sont synonymes de souffrance indicible pour les Zimbabwéens. Elles ont aussi des retombées négatives sur les pays voisins, notamment sur l'Afrique du Sud. Alors que tant de personnes de par le monde sont confrontées à la faim, au manque, les qualités humaines essentielles que sont la coopération et la solidarité doivent ressortir dans les actions que nous posons pour combler la fracture entre les riches et les pauvres. Nous devons faire montre de la volonté, de la détermination nécessaire pour imprimer un nouvel élan à la réalisation du programme 2030. En d'autres termes, nous devons relever les défis fondamentaux du développement qui caractérisent de longue date notre monde fait d'inégalités. Pour relever les défis du développement auxquels se heurtent tant de populations de par le monde, nous avons besoin d'investissements ciblés, de transferts de technologies, d'un soutien au renforcement des capacités, en particulier dans les domaines clés que sont l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture, qui doit aussi bénéficier d'investissements, tout comme l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé. Nous avons aussi besoin de financements prévisibles et durables, notamment des politiques commerciales favorables à l'échelle internationale. Nous demandons à nos partenaires de pays plus riches de respecter les engagements financiers qu'ils ont contractés. Pour nous, dans les pays du Sud, il est extrêmement préoccupant que ces pays riches du Nord ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, à savoir fournir 100 milliards de dollars par an aux économies en développement et pour leur permettre d'agir contre les changements climatiques. Cette situation doit changer, cet argent doit être décaissé pour assurer le développement. Nous sommes favorables aux propositions contenues dans l'ensemble de mesures visant à assurer la réalisation des ODD. Nous soutenons notamment l'appel lancé en faveur de la lutte contre la dette et le surendettement. Nombre de pays, notamment dans le Sud, sont écrasés sous cette dette. Nous soutenons l'appel en faveur d'une augmentation massive des financements à long terme à hauteur de 500 milliards de dollars par an. Nous devons aussi étendre les financements pour imprévus aux pays dans le besoin. Dire que notre communauté internationale peut dépenser tant d'argent pour faire la guerre est inacceptable. Des milliers de milliards sont dépensés pour faire la guerre et d'un autre côté, nous ne sommes pas capables de soutenir les mesures dont nous avons besoin pour satisfaire aux besoins les plus fondamentaux de milliards de personnes dans le monde, notamment pour lutter contre la faim, assurer la santé, autonomiser les femmes et faire en sorte que le développement soit une réalité dans les pays vulnérables. La réalisation des objectifs de développement durable dépend en grande partie de l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. Les progrès socio-économiques ne seront pas possibles
tant que nous ne mettrons pas un terme à la discrimination fondée sur le genre. Nous devons faire en sorte que les femmes aient accès sur un pied d'égalité aux soins de santé, à l'éducation et aux débouchés économiques. Nous devons prêter une attention toute particulière à la fourniture de services de santé adéquats pour chaque femme, chaque enfant, chaque adolescente. Ce faisant, nous permettrons une amélioration substantielle de la santé et du bien-être de tout un chacun. L'autonomisation des femmes doit être au cœur des mesures que nous allons prendre pour assurer la mise en œuvre du programme 2030. Les femmes de notre monde doivent pouvoir agir. Elles ont le droit d'être autonomes. Elles ont aussi le droit de participer sur un pied d'égalité au processus décisionnel dans toutes les institutions du monde. Je suis fière de pouvoir dire qu'en Afrique du Sud, 50% des membres de notre gouvernement sont des femmes. Aujourd'hui, je suis accompagnée par une délégation composée uniquement de femmes à l'occasion de cette Assemblée générale des Nations unies. Nous devrions tous être préoccupés de voir que la majorité des personnes qui siègent dans cette Assemblée sont des hommes. La question que nous devons nous poser est la suivante. Où sont les femmes du monde? Les femmes du monde ont le droit d'être ici. Elles ont le droit de représenter les femmes du monde entier. Les qualités humaines essentielles de l'innovation, de l'adaptation doivent également ressortir dans les mesures que nous prenons pour prévenir la destruction de notre planète. L'Afrique se réchauffe plus rapidement que le reste du monde. L'on nous dit que sur les 20 points chauds climatiques dans le monde, 17 se trouvent en Afrique. L'Afrique est la moins responsable des dommages climatiques. Et pourtant, elle en paie le plus lourd tribut. Des siècles après la fin du commerce des esclaves, des décennies après la fin de l'exploitation coloniale des ressources africaines, le peuple de notre continent paie une fois encore le prix de l'industrialisation des pays du Nord et du développement des pays riches du monde. Les peuples d'Afrique ne sont plus disposés à payer ce prix. Nombre de pays du Nord sont riches des ressources minérales qui se trouvent en Afrique. La richesse de l'Afrique appartient aux Africains et aux Africaines. Ces richesses que l'on trouve dans le sol de l'Afrique doivent bénéficier aux Africains et aux Africaines. Nous exhortons les dirigeants du monde à accélérer la décarbonation mondiale tout en tendant vers l'égalité et la prospérité pour tout un chacun. Nous devons avancer sur la base des 3 piliers de l'accord de Paris, l'atténuation, l'adaptation et le soutien, avec tout autant d'ambition et le même sentiment d'urgence. Les pays d'Afrique, aux côtés d'autres économies en développement, ont besoin d'un soutien financier accru pour assurer la mise en œuvre du programme 2030 et pour atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique de manière globale et intégrée. Nous devons opérationnaliser le fonds pour pertes et préjudices pour les pays vulnérables, durement frappés par les catastrophes climatiques, et ce, tel que convenu à la COP27. L'Afrique a pris ce défi à bras-le-corps. L'Afrique est déterminée à déployer les technologies intelligentes, numériques, efficaces et vertes, à étendre sa production industrielle, à doper ses rendements agricoles, la croissance, à créer des emplois durables pour les peuples d'Afrique. En tant que communauté mondiale, nous devons veiller à ce que les qualités essentielles qui définissent notre humanité
soit patente dans les institutions chargées de conduire les relations internationales. Nous avons besoin d'institutions inclusives, représentatives, démocratiques et qui défendent les intérêts de toutes les nations. Nous avons besoin d'un nouvel engagement en faveur du multilatéralisme sur la base de règles claires et d'institutions efficaces. Le moment est venu de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, de donner un sens au principe d'égalité souveraine des nations et de permettre au Conseil de répondre de manière plus efficace aux réalités géopolitiques actuelles. Nous sommes heureux que la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité jouisse d'un soutien toujours plus vaste. Ce processus doit avancer. Nous devons passer à des négociations fondées sur un texte pour donner aux États membres la possibilité de converger. Le récent sommet des BRICS qui a eu lieu à Johannesburg est aussi venu réaffirmer le point de vue selon lequel le Conseil de sécurité des Nations unies devrait être réformé pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas représentés le soient. Nous devons faire en sorte que la voix du continent africain et des pays du Sud soit renforcée à l'ONU et au sein du système multilatéral. Les peuples ici représentés à l'Organisation des Nations unies tirent leur origine de l'Afrique. En Afrique, ils ont acquis les capacités, conçu les outils qui leur ont permis de conquérir le monde, de parvenir à des progrès, un développement remarquable. Tout cela grâce au talent qui trouve son berceau dans le continent africain. En dépit de son histoire, en dépit de son héritage d'exploitation, d'assujettissement, du colonialisme, en dépit des conflits, de l'instabilité qui perdurent, l'Afrique est déterminée et prête à retrouver sa place en tant que source de progrès humain. L'ère du développement africain a sonné. Au travers de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a permis de créer une zone commerciale continue et qui a permis d'améliorer l'interconnectivité, les pays d'Afrique mobilisent leurs ressources, leurs moyens pour parvenir à une prospérité commune. Au travers de cette zone de libre-échange, les pays d'Afrique jettent les bases d'une augmentation massive des échanges commerciaux, d'un développement accéléré des infrastructures, de l'intégration régionale et d'une industrialisation durable. En tant que communauté mondiale, nous avons les moyens et nous souhaitons venir à bout des énormes défis auxquels se heurte aujourd'hui l'humanité. En tant que nation réunie ici à l'Assemblée générale, démontrons que nous avons la volonté ainsi que la détermination nécessaire pour garantir un avenir pacifique, prospère, durable pour notre monde et plus important encore, pour les générations futures. Ne laissez personne de côté. Tel est le devoir qui est le nôtre. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République sud-africaine de l'allocution qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.